Terra Nova a 10 ans cette semaine, et pour tenter de faire le point sur les idées qui ont été apportées au débat politique, j'ai décidé de vous inviter peut-être tout d'abord une définition de ce qu'est Terra Nova et de ce qu'est un think tank. Alors Terra Nova est un think tank progressiste, indépendant, et notre vocation c'est de faire des propositions de politique publique. Pas à un parti, pas à un gouvernement en particulier, mais à l'ensemble des responsables publics. Donc on fait des propositions, on essaye de trouver des solutions à nos problèmes, si on veut le dire de façon simple, mais on fait aussi bien sûr de la critique des politiques publiques. C'est-à-dire quand les politiques nous paraissent mauvaises ou discutables, on s'exprime parfois un peu bruyamment d'ailleurs pour dire ce qu'on en pense. On va voir ça alors, en parlant de problèmes de la démocratie, puisque vos 10 ans, vous les fêtez avec un colloque qui est consacré aux 10 années de crise de la démocratie. Et nous avons sous les yeux une crise. Cela fait un peu plus de 500 jours qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Il y a déjà eu 7 démissions de ministres. Alors 5 étaient des démissions pures, 2 étaient des départs contraints. Je pense à ceux de Richard Ferrand et de Laura Flessel. Gérard Collomb a démissionné hier. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il y a deux démissions évidemment un peu plus retentissantes que les autres ces derniers mois, c'est celle de Nicolas Hulot et celle de Gérard Collomb, parce que ce sont des gens qui s'en vont de façon délibérée. L'un parce qu'il n'en peut plus et l'autre parce qu'il a envie d'aller ailleurs officiellement. Donc voilà, ça m'inspire quoi ? Personnellement, j'avais pas une très grande sympathie pour la politique que conduisait Gérard Collomb, et j'avais déjà eu l'occasion de le dire publiquement, donc je suis moi pas fâché de le voir quitter ce poste. Mais c'est sûr que au-delà de ça, habituellement, être ministre, c'est une mission. C'est un peu comme être pape. On ne démissionne pas, sauf si on a un désaccord absolu avec le chef de l'État. Alors peut-être est-ce le cas, je ne sais pas si vous avez des informations à ce sujet, Thierry Pech, mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est symptomatique qu'il y ait autant de ministres qui préfèrent cesser de l'être ? Je pense qu'il y a une usure du pouvoir et une usure de l'équipe des commencements. Ça, c'est, je crois, tout à fait évident. Je pense qu'on avait constaté à peu près la même chose pour les équipes précédentes. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que ce régime qui concentre tous les pouvoirs sur le président de la République, et donc sur lui aussi tous les reproches, fait que la démission d'un ministre devient un problème pour le président de la République, beaucoup plus que pour le Premier ministre. On va fêter demain le 60e anniversaire de la Constitution de la Ve République. On fêtera d'ailleurs cet anniversaire ici même dans les matins de France Culture. Mais franchement, quand on regarde ce qu'elle était à ses commencements et ce qu'elle est devenue, elle s'appelle toujours la Ve République. Mais elle a tout de même dérivé dans une logique présidentialiste très forte et qui, moi, m'inquiète parce qu'au fond, on revit la même saison de la même série depuis maintenant des années et des années. C'est-à-dire qu'arrive un pouvoir qui s'installe. Les Français l'ont construit autour de l'élection présidentielle. Ils adorent l'élection présidentielle et au bout de 2 ans, tous les feux se concentrent sur le président de la République et il devient la personne sur laquelle pèsent toutes les responsabilités. Je pense que passer... C'est pas de sa faute aussi un peu ? Mais bien sûr, chacun a des responsabilités, sans doute. Et ce que disait Gérard Collomb, pour le coup, sur l'hubris, ne me paraît pas... La démesure. La démesure ne me paraît pas complètement déplacée. C'est une question qu'il faut se poser. Mais enfin, vous voyez bien, on est passé de la macronolatrie il y a quelques mois à un commencement de Macron-bashing. On a connu ça avec Hollande, on a connu ça avec Sarkozy, les dates changent, mais le mécanisme est à peu près le même avec Hollande aussi. Et donc je crois qu'il faut vraiment réfléchir à ça. Au fond, nos institutions sont fatiguées. Les institutions sont fatiguées et la gauche. Thierry Pech, vous dirigez Terra Nova, un think tank, une boîte à idées, et on a souvent accusé Terra Nova d'avoir vendu des idées de droite à la gauche. Qu'en pensez-vous ? Non, je crois que nous, on est né d'une double crise. Il y avait une crise politique en 2007, puisque la gauche venait de perdre les présidentielles, et on pensait qu'elle les avait perdues du fait d'un appauvrissement intellectuel profond. Et l'intention d'Olivier Ferrand, le fondateur de Terra Nova, était, il utilisait ces mots, de rénover, de transformer le logiciel de la social-démocratie. Et puis il y avait une deuxième crise, celle-là on ne l'avait pas prévue, elle allait arriver juste après notre fondation, c'est la crise économique et financière mondiale qui allait atteindre l'Europe et bousculer considérablement le projet européen. Voilà. Donc on est né à l'ombre de ces deux crises et on a essayé,
Et je crois qu'on est arrivé très souvent à redéfinir un programme social-démocrate qui supposait une clarification en matière économique. Donc c'est vrai qu'on a mis l'accent sur les questions de compétitivité, par exemple. Olivier Ferrand, Louis Schweitzer, juste avant la mort d'Olivier d'ailleurs, avait publié un rapport sur la compétitivité de l'économie française qui ressemble fort à ce qui s'est dessiné ensuite en 2014-2015 avec un peu de retard, avec ce qu'on a appelé le virage de la politique de l'offre de François Hollande. Moi, je ne pense pas que c'est... Virage qui a été critiqué à gauche. Oui, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit une politique de droite. Je pense que beaucoup de salariés de ce pays, de gens modestes, d'ouvriers, d'employés, sont conscients que si leurs entreprises ne sont pas compétitives, leurs emplois sont menacés. Et donc, ce n'est pas une politique de droite ou de gauche, une politique de l'offre. C'est une politique qui est sérieuse, décisive. Après, on a aussi, durant toutes ces années, promu une politique d'investissement social, qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs largement dans le plan pauvreté, dans les mesures concernant la petite enfance. On a promu une sécurité sociale attachée aux personnes plutôt qu'à l'emploi. Tout ça, ce sont des mesures éminemment progressistes et que la gauche a mis du temps à adopter, mais que je crois, elle doit aujourd'hui épouser sans réserve. Il y a une note qui a été particulièrement discutée, qui a vraiment fait polémique, une note fournie par Terra Nova en matière de stratégie pour la gauche et notamment pour le Parti socialiste. C'était en mai 2011. Thierry Pech, Terra Nova proposait dans une note d'en finir avec les classes populaires en matière de stratégie électorale, considérant que de toute façon, le Parti socialiste ne réussirait plus à reconquérir ces classes-là et qu'il fallait donc adopter une autre politique ou en tout cas envoyer d'autres signaux à d'autres classes. Est-ce que c'est cela qui s'est véritablement dit à Terra Nova? Qu'est-ce que vous en pensez 7 ans après donc cette note qui reste, disons, une date symbolique? Moi, j'ai toujours pris mes distances avec ce travail. Je l'ai dit publiquement plusieurs fois, donc c'est pas un scoop ce matin. J'ai pris mes distances. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous constatez, ce qui est vrai, que les ouvriers ont aujourd'hui majoritairement des opinions qui sont éloignées des idées progressistes, notamment au plan culturel. C'est pas parce que vous faites ce constat que vous devez vous désintéresser d'eux ou les considérer comme perdus pour la cause. Le rapport en question disait, voilà, les ouvriers en particulier se sont éloignés des valeurs d'ouverture culturelle du progressisme. Et donc, ne perdons pas trop de temps à courir après leur suffrage, parce qu'on courrait indéfiniment et probablement sans y parvenir. Moi, je crois qu'il faut continuer à parler aux ouvriers. Je pense qu'il faut continuer à écouter, à prendre au sérieux leurs expressions, parfois leurs récriminations. Je pense que c'est très important. Et donc, j'avais au-delà de ça, est-ce qu'il faut leur donner raison quand vous avez fait, pas vous, Thierry Pech, mais quand Terra Nova a publié un certain nombre de notes sur la compétitivité? Est-ce que justement la compétitivité, les questions de productivité, de désendettement, toutes ces questions-là, est-ce que finalement elles ne sont pas défavorables à la classe populaire qui devrait être, ou qui pourrait être, le socle naturel du Parti socialiste? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas ça. Je pense qu'au contraire, les ouvriers, les employés, les salariés du secteur privé, vous savez, on parle de gens qui travaillent beaucoup dans le secteur privé. On ne parle pas de gens qui sont protégés par des statuts. Ils ont tout à fait conscience de la fragilité des équilibres économiques. Ils ont tout à fait conscience du fait qu'il faut que leurs entreprises soient compétitives, se positionnent convenablement sur un marché pour survivre. Et donc, je ne pense pas que ce soit s'éloigner de leurs intérêts et même de leurs craintes que de proposer une politique de compétitivité. Je continue parmi les notes de Terra Nova qui ont pu faire polémique ou dont aujourd'hui on voit les conséquences, bonnes ou mauvaises, vous jugerez. Thierry Pech, des primaires pour la gauche à l'élection présidentielle. On voit ce que les dernières primaires ont donné. Alors, il est possible qu'un grand nombre d'auditeurs aient été satisfaits du résultat de ces primaires. J'imagine en tout cas que pour ceux qui sont engagés ou sont sympathisants du Parti socialiste, le score du Parti socialiste les a déçus. Est-ce là la conséquence des primaires, Thierry Pech? Non, pas du tout. Les primaires, ça a une vertu, une très grande vertu, mais une seule vertu, c'est de régler des querelles de famille. C'est de régler des problèmes de leadership. Quand dans une famille politique, des personnalités se disputent sur des ambitions plutôt que sur des idées, eh bien, la primaire, ça sert à les départager. Ça a très très bien marché en 2011. Vous vous souvenez de la première primaire ouverte du Parti socialiste, c'est-à-dire que pouvaient voter non seulement les militants, mais aussi tous les électeurs qui avaient envie de participer à la désignation du candidat socialiste. Et ça a moins bien marché, évidemment, en 2016, mais pour une raison très simple.
c'est que les primaires ne permettent pas de définir les contours d'une famille. Quand les gens ne veulent plus vivre ensemble, c'est pas la peine de faire une primaire. Ça sert à rien. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Mais ce qu'il aurait fallu faire, ce qui n'a pas été fait, si vous voulez, aussi bien à droite qu'à gauche d'ailleurs, ça apparaît maintenant à droite, mais c'était vrai depuis longtemps, c'est reposer les problèmes de fond, se mettre d'accord sur les grandes questions. Vous aviez au Parti socialiste des gens qui ne pensaient plus du tout la même chose sur à peu près tous les grands sujets du moment. Ils ne pensaient plus la même chose sur l'Europe, ils ne pensaient plus la même chose sur la façon de piloter l'économie. Ils n'étaient plus d'accord. Et donc on a bien vu que les chemins se séparaient. Benoît Hamon, qui a été élu à cette primaire, s'est empressé, passé sa défaite cuisante, certes, à l'élection présidentielle, de créer un autre mouvement à côté du Parti socialiste. Bon, donc une partie du Parti socialiste est partie dans La République en marche. On voit bien que les chemins ont divergé, ont bifurqué. C'est comme ça. C'est pas la faute à la primaire. La primaire n'a été qu'un révélateur supplémentaire d'une crise qui était très vive, mais qui était une crise idéologique au fond. Bon, et c'est pareil à droite. Alors ça, c'est moins vu ces dernières années parce qu'on a pris l'habitude de mettre en valeur la crise de la gauche, mais on voit bien que les chemins bifurquent également à droite, qu'il y a une tentation du repli, de la fermeture d'un côté, de la fermeture et de la fermeté, etc. Et puis des gens qui sont plus des gens du centre-droite qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans le programme de Wauquiez. Alors je vais vous poser justement une question compliquée. Thierry Pech, vous qui dirigez ce think tank Terra Nova, qui est là pour servir de boîte à idées à la gauche, quelles sont aujourd'hui les idées qui pourraient permettre à un programme de gauche de se constituer ? Est-ce que vous les voyez dans le débat public ? Est-ce qu'elles en sont absentes ? Sur quoi faudrait-il qu'un candidat de gauche insiste ? Je pense qu'il y a une question qui va devenir absolument centrale et qui n'a pas été assez prise au sérieux par les sociodémocrates, c'est la question écologique. Elle n'apparaît pas dans les enquêtes comme la question qui va vous rapporter des voix, mais dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans d'ici, elle sera centrale, parce qu'on est entré dans l'âge tragique de la transition climatique. Et donc, elle ne nous lâchera pas. Ne pensons pas un seul instant, si l'on est progressiste, que les voies du progrès sont accessibles à des gens qui n'auraient pas un programme de transition écologique ambitieux et courageux. C'est le premier point. Je rejoins sur ce point le discours de quelqu'un comme Nicolas Hulot, notamment au moment de sa démission, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a un autre très grand sujet pour les sociodémocrates qui n'a jamais été réellement traité, c'est la mondialisation et ses effets d'appauvrissement sur un certain nombre de catégories sociales et sur un certain nombre de territoires. Mais pour réguler cette mondialisation, parce qu'on en parle depuis des décennies, mais finalement on n'y arrive pas, il faut une Europe beaucoup plus forte. Et là, je suis très inquiet. C'est le troisième point, c'est l'Europe. L'Europe, elle a été secouée gravement par des avaries nombreuses, la crise financière d'abord, mais aujourd'hui aussi toutes les crises régaliennes qui s'imposent à elle et pour lesquelles elle n'est pas préparée. Je pense en particulier à la crise des réfugiés. On a bien vu depuis des mois cette espèce de bal des égoïsmes auquel on assiste montre qu'il n'y a pas de solidarité européenne. Et si on continue comme ça, l'Europe ne tiendra pas. Mais alors, si on prend 2 de ces idées, l'écologie électoralement, ça ne semble pas très payant. Il y a, semble-t-il, un décalage entre l'écologie dans l'opinion, puisque beaucoup de gens se soucient effectivement d'écologie politiquement. En revanche, on ne voit pas la traduction de cela. Thierry Pech, et l'Europe, elle fait plutôt figure aujourd'hui de repoussoir. Vous ne trouvez pas, notamment à gauche ? On commence par l'écologie. Écoutez, moi, ce qui me frappe, c'est que lorsque vous regardez les choses à l'échelle municipale ou locale, l'écologie, c'est très important. Les gens ne voteraient pas aujourd'hui pour un candidat qui leur dirait « je vais supprimer des espaces verts, je vais remettre des routes au milieu de la ville ». En France, peut-être, aux États-Unis, je crois que j'en connais. Eh bien, oui, mais non. Les grandes villes américaines ont déjà, je dirais, pris le pli de la question écologique. Beaucoup plus que l'administration centrale. Donc, vous voyez, l'écologie, elle est déjà dans les consciences. Quand on approche la politique à son niveau le plus concret, le plus quotidien, je pense que ces questions vont entrer maintenant sur la scène nationale. Elles vont y entrer parce qu'on va assister à des catastrophes, à des dérèglements climatiques. Et donc, il va falloir que les responsables publics en tirent toutes les conséquences et qu'ils cessent de considérer que c'est un supplément d'âme d'être écologiste. La deuxième question, c'était l'Europe. Bon. Alors, l'Europe... elle est confrontée, je disais tout à l'heure, à des crises régaliennes. Or, elle n'a pas été faite pour ça. L'Europe, ça devait être le wagon-restaurant
du train collectif. Or, aujourd'hui, il faudrait que ce soit la voiture blindée. Cette métaphore, c'est celle qu'employait régulièrement Jean-Louis Bourlange, que je salue à cette occasion. Et ça, on ne sait pas faire. C'est pourtant ça qu'il va falloir réaliser. On publiera dans quelques semaines un rapport d'ailleurs sur les questions du droit d'asile en Europe avec l'Institut Montaigne. Il faut trouver des vecteurs de solidarité entre les pays européens pour qu'ils sachent prendre des responsabilités géopolitiques et pour qu'ils sachent gérer leurs relations avec l'extérieur. À Terra Nova, vous vous occupez beaucoup de politique, mais vous vous occupez aussi de la société. Vous avez publié le lundi dernier, ce lundi, une étude sur l'entrée en maison de retraite, qui est une question qui concerne beaucoup d'entre nous. Dans quelle mesure, aujourd'hui, on peut dire que cette entrée marque un passage? Qu'est-ce que vous avez observé au terme de cette étude, Thierry Pêche? Alors, nous, ce qui nous intéressait dans cette enquête, c'est de savoir comment le choix se faisait. Parce que ce choix, il est toujours fait dans une espèce de pénombre sociale. On ne sait pas si les gens ont vraiment choisi ce qui leur arrive. Et donc on leur a dit, écoutez, voilà, est-ce que vous l'avez vraiment choisi vous-même? Est-ce que c'est votre projet? Est-ce que vous étiez en capacité de vous exprimer? Est-ce que vous avez subi ce choix ou est-ce que vous l'avez pris de façon concertée avec d'autres? Et ce qui apparaît dans cette enquête, c'est ça qui est intéressant, c'est que chez tous ceux qui nous disent qu'ils seront bientôt concernés pour eux-mêmes ou pour leurs proches, 4 fois sur 10, ils nous disent cette situation sera subie. Il faudra l'imposer à l'intéressé. Et 2 fois sur 10, ils nous disent l'intéressé n'est pas en situation de prendre la décision. Donc 6 fois sur 10, ça n'est pas un choix, je dirais, consenti, activement consenti. Voilà. C'est ça qui m'intéressait et c'est ça que révèle cette enquête. Alors c'est assez préoccupant, en même temps c'est lié au fait que les gens arrivent de plus en plus tard en maison de retraite, parce qu'ils ont fait le choix, et on peut les comprendre, de rester à domicile le plus longtemps possible, parce que les politiques publiques y ont aidé, parce que la famille a favorisé ça, et donc ils arrivent plus tard, en plus mauvaise santé, à la fois sur le plan physique et mental. Sur le plan, en tout cas, de la société, Terra Nova a pris différentes positions qui peuvent être qualifiées de progressistes, sur la PMA, sur le cannabis également. Sur le cannabis, par exemple, vous étiez favorable à une fin de la prohibition. Oui, absolument. Pour des raisons de santé publique. Pour des raisons de santé publique, parce que il nous semble que le système actuel, où la France a un des plus forts taux de prévalence de consommation de cannabis en Europe, alors qu'elle a le système le plus répressif, on a aujourd'hui une situation qui est vraiment déplorable. C'est-à-dire qu'on laisse circuler sur le marché des produits de très mauvaise qualité, que personne ne contrôle et qui enrichissent des mafias locales. Bon, mais on peut faire mieux. Et vous avez raison d'utiliser le mot de prohibition. L'analogie avec la prohibition américaine des années 30 est tout à fait pertinente. Quand on a ouvert le marché régulé, on s'en est beaucoup mieux senti. Bon, mais alors en tout cas, pour le coup, là, personne dans la classe politique, ou presque, ne vous suit. Non, c'est pas vrai, ça bouge lentement et ça doit bouger lentement. Ce sont des questions sur lesquelles il faut travailler les consciences au long cours. Donc moi je crois que il y a déjà un certain nombre de gens qui ont bougé. Il y a pas mal de pays qui sont sortis de la prohibition ces dernières années et donc je pense qu'il faut continuer à argumenter, on s'en occupe.